Très bon vendredi à toutes et à tous et merci de votre fidélité au journal de l'économie dont voici le sommaire. Forte augmentation du nombre d'arrivées de touristes en 2017 au Togo. Le taux d'augmentation a bondi de 46,7%. Reprise des exportations de fruits et légumes de l'Afrique du Sud vers l'Égypte. Elles avaient été suspendues à cause de l'épidémie de listériose. Enfin, la récolte de cacao est fortement menacée en Côte d'Ivoire à cause des fortes précipitations qui s'abattent sur les régions productrices. Le secteur touristique semble prendre de l'envol au Togo. L'an dernier, le pays a enregistré 496 000 arrivées de touristes, tous genres confondus, soit 158 000 arrivées de plus que 2016. Ces chiffres publiés par l'Organisation mondiale du tourisme correspondent à un taux d'augmentation de 46,7%. Il s'agit même du deuxième taux le plus élevé au plan mondial après celui de l'Égypte qui est de 55,1%. Plus de précisions dans ce reportage signé Génial Afouda. L'année 2017 a été prolifique pour le secteur touristique togolais. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, le pays a enregistré 496 000 arrivées de touristes de tout genre. Ceci représente une augmentation de 158 000 visiteurs par rapport à 2016, soit un taux de 46,7%. Le Togo occupe ainsi la deuxième marche du podium au plan mondial derrière l'Égypte qui a enregistré un taux de 55,1% pour 8,1 millions de touristes en 2017 contre 5,2 millions en 2016 et 14 millions en 2010. Lomé se positionne bien loin devant ses voisins ouest-africains comme Ouagadougou qui a enregistré un recul de moins 5,9% en 2017, affichant 143 000 touristes contre 152 000 en 2016 et 274 000 en 2010. Ce classement rendu public par l'Organisation mondiale du tourisme dans le cadre de sa publication 2018 des faits saillants du tourisme dans le monde suscite des réactions mitigées. En effet, en 2017, le Togo a traversé une crise sociopolitique qui a impacté négativement la vie économique du pays. Raison pour laquelle certains voyagistes du pays se disent dubitatifs par rapport à ce rapport de l'OMT. Je me demande comment ils ont recueilli les données auprès de qui pour arriver à de telles conclusions, a réagi un voyagiste précisant que l'année dernière, plusieurs arrivées à Lomé avaient été annulées quand la violence était montée d'un cran. Direction maintenant la République démocratique du Congo où un fonds de 120 millions de dollars a été mis en place pour stimuler l'activité agricole. Ce financement va servir principalement à soutenir les agriculteurs qui en ont besoin dans la couverture notamment des risques liés aux crédits agricoles. Ce fonds va aussi appuyer la sensibilisation sur le bien fondé de l'assurance afin d'amener les propriétaires de fermes à prendre conscience de son importance et aussi pour qu'ils maîtrisent son mécanisme. L'initiative est soutenue par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Je le disais en titre, l'Afrique du Sud peut à nouveau reprendre ses exportations de fruits et légumes vers le marché égyptien. En effet, le Caire a levé l'interdiction qu'elle avait imposée sur les dites exportations début septembre. À une nuance près, le ministère égyptien de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche va s'assurer de la fiabilité des produits sud-africains. Il faut dire que cette levée d'interdiction
situation intervient une semaine après que le ministre sud-africain de la Santé a déclaré la fin de la pire épidémie de listériose jamais enregistrée en Afrique du Sud. La maladie a fait au total 216 morts dans le pays. Elle est apparue il y a 1 an et demi dans une usine de production de saucisses située à 300 km au nord-est de Pretoria. Et puis en Côte d'Ivoire, les fortes précipitations qui s'abattent sur les régions productrices de cacao pourraient impacter le rendement attendu. Ainsi donc, la récolte abondante qui était annoncée en d'octobre 2018 à mars 2019, eh bien, cette récolte peut ne pas se réaliser. Les producteurs craignent en effet que les pluies n'entraînent la pourriture brune des cabosses et empêchent les premières fèves de cacao de sécher complètement. On suit les explications de Kodjovi Ametonou dans ce reportage. La récolte abondante de cacao annoncée en Côte d'Ivoire sur la période allant d'octobre 2018 à mars 2019 semble avoir du plomb dans l'aile. À l'origine de cette situation, les fortes précipitations enregistrées dans les régions productrices du pays. C'est le cas dans la région occidentale du Mans, la plus touchée avec des précipitations de 87,7 mm, soit 49,5 mm au-dessus de la moyenne quinquennale. Il en est de même dans la région du centre-ouest de Daloa, qui produit un quart de la production ivoirienne et a reçu 45 mm, soit 15 mm de plus que la moyenne. Face à cette situation, les producteurs, quoique satisfaits du nombre de gousses sur les arbres, craignent que les pluies n'entraînent la pourriture brune des cabosses et empêchent les premières fèves de cacao de sécher complètement. Cette menace s'ajoute à celle de la maladie des pousses gonflées qui a vu le Conseil Café-Cacao initier un programme pour déraciner 300 000 hectares d'arbres infectés au cours des 3 prochaines années afin de limiter la propagation de l'épidémie. Précisons que la saison dernière, la Côte d'Ivoire, première productrice mondiale de cacao, a produit environ 2 millions de tonnes de la fève dont 60% provient du sud et de l'ouest. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve dans un court instant pour la suite. Et nous retrouvons ici Casimir Kedjo, notre chroniqueur. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Nous allons parler de l'énergie au Sénégal, l'énergie renouvelable surtout. Le Sénégal vient donc de bénéficier de l'assistance technique de ses partenaires techniques et financiers pour donc doter certains villages, notamment la région, le département de Mbou et de Fatick en ce qui concerne donc l'énergie renouvelable. Donc voilà un peu le sujet qui va retenir l'attention pour le compte de cette deuxième partie. Et c'est précisément une société de télécommunications qui a lancé un projet d'électrification rurale au Sénégal. C'est bien ça, Inès, et ça paraît un peu paradoxal. Lorsqu'on parle de télécommunications, ça doit forcément avoir recours donc aux technologies de l'information et de la communication. Mais ici, c'est l'énergie qui intéresse donc un opérateur GSM au niveau donc du Sénégal. Et le projet dénommé Projet Orange Énergie pour le Sénégal. Et c'est les départements donc de Mbou et de Fatick au Sénégal qui ont été retenus pour bénéficier donc de l'assistance technique de cet opérateur. Et il faut déjà dire que paradoxe pour paradoxe, l'opérateur mais ici a pris environ 165 francs CFA par jour pour donc pouvoir rentabiliser cet investissement. Et la population bénéficiaire, je l'ai dit, c'est la population de la région de Mbou et de Fatick qui donc pourront payer environ 165 francs CFA pour disposer donc de l'énergie. Il faut déjà dire que c'est une population qui vit dans le noir au Sénégal, un peu comme d'autres d'ailleurs qui n'ont donc pas l'énergie électrique. Et ici, le bien fondé donc de la présence d'un opérateur GSM dans l'énergie, c'est que désormais, ils pourront disposer de l'énergie et au-delà de ça, ils pourront payer par un moyen donc électronique. C'est à travers le e-banking, le mobile, donc,
qui pourront donc payer tous les jours environ 165 francs CFA pour donc disposer à terme donc du kit solaire et des lampes LED pouvant leur permettre donc de disposer de l'énergie. Au-delà de ça, l'opérateur met donc en pratique une technologie également pouvant permettre aux populations de charger leur téléphone portable et par ces temps surtout de rentrée scolaire, les populations pourront donc permettre aux enfants de pouvoir lire dans les cahiers la nuit tombée et au-delà de ça, c'est donc l'éducation également qui sera impactée par ce projet donc d'Orange. Il faut dire que le contrat a été signé déjà en mars dernier entre donc l'opérateur et l'État sénégalais et c'est une première au niveau donc du pays. La durée donc de cette phase expérimentale est de 6 mois et donc devrait arriver à terme pour la fin de ce mois, c'est-à-dire septembre 2018. Au-delà de ça, l'activité pourra être généralisée sur l'ensemble du territoire et peut-être que l'opérateur pourra étendre cette expérience au niveau de certains pays où il est présent. Il faut déjà dire que c'est quand même un nouveau au niveau donc de l'Afrique qui aujourd'hui est arrosée par Dame Soleil, si j'ose parler ainsi. Mais au-delà de ça, l'Afrique n'arrive pas à disposer suffisamment d'énergie électrique pouvant permettre à sa population de disposer donc de cette denrée-là. Alors justement, j'allais vous demander si c'est parce que le secteur énergétique souffre tant au Sénégal qu'il a fallu faire appel à ce projet d'un opérateur télécom? Bien sûr, Inès, il faut déjà dire qu'au Sénégal, aujourd'hui, l'amplitude oscille entre 3% et 113%, c'est-à-dire le village le moins éclairé aujourd'hui au Sénégal tourne autour de 3% en termes donc de couverture totale et 113% pour donc le village le plus éclairé. C'est la preuve véritablement que les villages, enfin les populations vivant donc dans une certaine localité très peu urbanisée n'ont pas accès direct à l'électrification et pourtant l'énergie électrique aujourd'hui représente environ 75% de l'apport donc de matière en termes de transformation de l'économie de nos pays et donc ne devrait plus être donc un objet de luxe au niveau de certains États comme le Sénégal qui aspire à l'émergence d'ici 2030 et donc on ne conçoit pas qu'un pays comme ça puisse encore avoir un taux d'électrification rurale qui tourne autour de 25%, voire 30% selon donc les statistiques pays et donc véritablement l'énergie électrique se fait rare. Au-delà de ça, c'est le continent africain qui a ce déficit-là en ce qui concerne donc l'énergie électrique. Voilà un peu un projet qui pourra donc venir pallier un tant soit peu donc ce déficit. En tout cas, le Sénégal envisage atteindre d'ici 2025 la couverture de 40% de sa population rurale et le grand rendez-vous, c'est 2030 où la population sénégalaise, c'est-à-dire la population urbaine et la population rurale pourront atteindre un taux de couverture de l'ordre de 30%. Alors finalement, que devient cette fameuse convention de financement des Émirats arabes unis? Vous voulez parler des 7 milliards donc, de signatures entre donc, les Émirats, entre le ministre, son Altesse tchèque et le gouvernement sénégalais qui donc a fait couler beaucoup d'encre et de salive au niveau du pays. Oui, le projet est en cours de réalisation et un autre partenaire donc vient apporter un souffle nouveau au niveau donc du Sénégal. En tout cas, tous ces projets pourront concourir d'ici à la réalisation des performances dans le domaine de l'énergie et certainement les petites et moyennes entreprises pourront trouver leur compte car aujourd'hui, si couvrir donc l'ensemble du territoire est un défi, réduire le coût pour permettre à ces PME et PMI de mieux donc, fonctionner est l'autre défi qu'il va falloir relever au niveau du Sénégal et peut-être dans d'autres pays de l'Afrique, pourquoi pas, pour atteindre donc, les performances économiques tant escomptées. Alors, est-ce que nous pourrons espérer qu'avec tous ces projets, le Sénégal va bientôt sortir de l'obscurité? Bien sûr, sortir de l'obscurité de sitôt, ce n'est pas évident parce que le taux de couverture d'ici 2030 tournera autour donc, de 30% en ce qui concerne le plan national. Et donc, il serait un peu difficile de sortir toutes les localités. Mais les projets sont en cours. Qui sait, d'ici à là, peut-être les nouvelles ambitions donc, des gouvernants pourront permettre à la population d'avoir un mieux-être en termes d'énergie électrique. Merci beaucoup, Kazmi Pédior. Merci pour toutes ces explications et excellent week-end à vous. À vous de même.
Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous. À vous aussi, je souhaite un excellent week-end et rendez-vous dès lundi dans un nouveau numéro du Journal de l'économie. À bientôt donc.